Le froid nord-américain continue à faire beaucoup parler de lui et impacter de larges zones au bord de l'Atlantique. Dans ce décryptage, météo numéro 52, nous allons décortiquer comment il provoque une cyclogénèse explosive qui va ensuite aspirer de la moiteur colombienne jusqu'en Europe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement, c'est important. Vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo et la chaîne pour qu'elle soit plus connue. Mais sans plus attendre, plongeons-nous au sein d'un décryptage beaucoup axé autour de la dynamique d'altitude. La première image que j'aimerais utiliser résume encore une fois bien des choses. Il s'agit de l'animation satellite Vapeur d'eau de ce samedi 31 janvier 2026 qui couvre les États-Unis et la zone caribéenne. Et l'avantage d'une image vapeur d'eau, c'est qu'on peut y distinguer les masses d'air humides et les masses d'air sèches. Plutôt en bleu, jaune, vous avez les masses d'air froides. Et en blanc, vert, vous avez les masses d'air humides. Et donc, nous pouvons distinguer, grâce à cette animation, eh bien, les deux branches de courant jet qui sont chargées en humidité. D'abord, la branche nord, la branche polaire, qui aborde les côtes ouest du continent nord-américain, les États de Californie, de l'Oregon, du Washington aux États-Unis, et puis la province de Colombie-Britannique au Canada. Et cette branche polaire descend vers la vallée du Mississippi pour ensuite rejoindre la branche sud, la branche subtropicale qui pénètre le Mexique par la péninsule de Basse-Californie, traverse le Mexique, le golfe du Mexique, et vient donc rejoindre sa sœur polaire du côté des côtes sud des États-Unis et la Floride. Et c'est dans cette zone-là que va se former une importante dépression qui va être la clé de notre analyse dans ce décryptage météo numéro 52. Sur cette image satellite, cette fois-ci fixe et cette fois infrarouge, mais toujours en date du samedi 31 janvier 2026, sur une plus grande zone, eh bien, nous retrouvons les mêmes éléments. Toujours cette alimentation humide subtropicale en provenance de l'océan Pacifique, avec toujours cette activité de l'oscillation de Madone Julian dont j'ai beaucoup parlé lors des derniers décryptages et qui vient frapper donc le Mexique. Et nous avons donc la branche polaire ainsi qui vient frapper les latitudes plus nordiques et puis qui plonge ainsi vers le sud-est des États-Unis et les deux se rejoignent pour former donc cette dépression. Mais observez quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est qu'on peut deviner que tout ce cordon d'alimentation et dépressionnaire, et bien évidemment, s'étire jusque dans l'Atlantique. C'est donc des milliers de kilomètres d'écharpes nuageuses, d'écharpes d'humidité qui courent depuis le Pacifique tropical et équatorial et qui vient ainsi alimenter de puissantes dépressions sur les États-Unis et aussi, comme on peut le voir, sur l'Europe. Dans toute cette actualité qui tourne autour du froid aux États-Unis, un élément a particulièrement attiré mon attention. Et ce n'est pas aux États-Unis, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est à Cuba, à l'aéroport José Martí de la Havane, où les 28 et 29 janvier, eh bien, la température maximale est restée bloquée en dessous de 20 degrés, ce qui est quand même particulièrement bas quand on sait que la moyenne saisonnière est de 27 degrés. Alors certes, à d'autres jours du mois de janvier, il a fait 21, 22 degrés. Mais là, c'est vraiment un seuil particulièrement bas qui a été franchi, avec même une température minimale de 10,8 degrés le 31 janvier. Et comme nous avons pu le voir sur l'animation satellite Vapeur d'eau, c'est aussi un air plus sec qui atteint des latitudes plus méridionales, avec un point de rosée de 11 ou 12 degrés, donc à la Havane, alors que traditionnellement, eh bien, on tourne autour de 15, 17, 20 degrés, voire même plus. Donc, c'est vraiment clairement un changement de masse d'air, un changement radical. Cette masse d'air froide et sèche qui était aux États-Unis a vraiment traversé le détroit de Floride. L'animation satellite vapeur d'eau
nous montrait donc la descente d'un air très sec sur la vallée du Mississippi et ensuite vers le sud-est des États-Unis, mais c'est aussi un air très froid. Et c'est ce que nous pouvons voir sur cette carte des températures au niveau 500 hectopascal, soit environ vers 5500 mètres pour ce dimanche 1er février, selon le modèle européen. Et il s'agit même ici de 5300 mètres avec un isotherme à moins 30 degrés qui atteint finalement les côtes sud-est des États-Unis, Caroline du Nord, Caroline du Sud, et aussi un élément crucial que vous connaissez tous en mer, il s'agit du Gulf Stream. Et le Gulf Stream est un courant chaud. Dans cette zone-là, dans sa source, dans son origine, eh bien, il circule encore à 25 degrés. Et si vous avez à 5300 mètres, eh bien, une masse d'air, évidemment, à moins 30 degrés, ça fait boum, ça fait un contraste thermique de 55 degrés. Et pas besoin d'expliquer que tout ceci aide à une cyclogénèse explosive. Au moment où je produis ce décryptage, la cyclogénèse doit encore s'opérer. Et au moment où vous le visionnerez, la dépression aura perdu 35 hectopascales en 24 heures. C'est plus qu'il en faut pour cataloguer cette cyclogénèse comme explosive, puisque le seuil requis est une chute de pression de 24 hectopascales en 24 heures. Et sur cette partie des États-Unis, soit la façade est, eh bien, nous appelons ça un nor'easter. Ou en français, une tempête du cap Hatteras, puisque dans cette zone-ci, nous avons un cap assez prononcé. Pourquoi nor'easter, nord-est? Eh bien, tout simplement parce que sur la façade occidentale d'une telle dépression souffle un important vent de nord-est froid et sec où le retour d'occlusion peut organiser d'importantes précipitations de pluie, mais aussi et surtout plutôt de neige depuis donc cette façade mid-atlantique avec le cap Hatteras à travers la région de Washington et ainsi de suite jusque New York et Boston. Pour tenter d'y voir plus clair avec l'énergie mise en jeu dans cette situation, il suffit d'effectuer un calcul très simple, soit la multiplication du dégagement de chaleur latente libérée par la vaporisation de l'eau, qui est de 2,5 fois 10 exposant 6 joules par kilo d'air, multiplié par les 40 millimètres d'eau précipitable que nous pouvons observer dans cette zone-ci, soit 40 kilos d'eau, et le produit donne 100 mégajoules. C'est évidemment une énergie colossale qui est ensuite injectée dans les courants d'altitude qui vont ensuite dynamiser la dépression. Et on comprend mieux maintenant pourquoi il y a eu une cyclogénèse explosive, car si on rapporte ce chiffre de mètres carrés en kilomètres carrés, eh bien, cette énergie libérée sera celle à l'équivalent de 1,5 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Heureusement, elle est libérée beaucoup plus lentement. 40 à 50 millimètres d'eau précipitable. Nous pourrions penser que malgré l'hiver, que ce sont des valeurs tout à fait normales. Après tout, nous nous situons dans des latitudes tropicales, du côté des Bahamas. Mais cette carte d'anomalie d'eau précipitable, modélisée pour le 3 janvier 2026, montre qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Nous retrouvons notre tempête du Cap Hatteras qui a dépassé Terre-Neuve, qui est en train de s'évacuer vers le plein Atlantique et qui aspire toujours cette eau précipitable, à tel point que nous pouvons distinguer les fronts, l'occlusion, le front chaud qui s'étire sur le plein Atlantique et le front froid qui s'étire de cet Atlantique tout droit jusqu'à des latitudes particulièrement méridionales, 10 degrés de latitude nord. Ce ne sont pas les Bermudes, ni les Bahamas, ni Cuba. Non, c'est la côte nord de la Colombie. C'est la pleine mer des Caraïbes où il y a un fantastique réservoir d'humidité et de moiteur. Et ce réservoir
est en train d'être aspiré par le courant jet méridional. Et tout ceci est en train de défiler ainsi vers l'Europe, vers la péninsule ibérique et en première ligne, le Portugal. Cette animation de l'anomalie d'eau précipitable, selon le modèle ensembliste européen qui court depuis le 31 janvier jusqu'au 10 février sur une large zone atlantique permettant de distinguer aussi bien la Colombie que le Portugal, résume très bien le problème de la péninsule ibérique. Nous avons ce réservoir de moteur qui se situe au nord de la Colombie et qui est aspiré par la dépression de la tempête du Cap Hatteras, qui ensuite va déferler autour du 4 et 5 février vers le Portugal. Le problème, c'est que nous avons d'autres vagues vertes d'anomalies d'eau précipitable très élevées qui vont déferler après, d'ici au 10 février. Et en fait, tout ceci est rendu possible par les anomalies d'anticyclones continentales sur l'Amérique du Nord qui font descendre cet air froid vers des latitudes très méridionales. Et pour compenser, nous avons donc ces remontées de moiteurs à travers l'Atlantique qui vont frapper les latitudes méridionales européennes. Si nous prenons maintenant la projection européenne du modèle ensembliste européen pour les probabilités de cumul total de précipitations d'ici 10 jours, soit le mercredi 11 février, eh bien oui, nous retrouvons cette trace d'anomalie d'eau précipitable élevée qui était donc modélisée en vert, voire même en bleu sur l'animation précédente. Et donc celle-ci passe juste au nord des Açores pour frapper la partie occidentale de la péninsule ibérique, mais aussi les côtes occidentales de l'Italie, de l'Adriatique et de la Turquie. Mais c'est véritablement donc sur la péninsule ibérique que le risque est le plus important. Et si nous prenons cette fois-ci un zoom justement sur cette région pour la même échéance et pour le même modèle, mais cette fois-ci pour des probabilités à 250 mm, ce sont quand même des cumuls particulièrement importants, eh bien nous retrouvons la même zone, c'est-à-dire le nord du Portugal et l'extrême nord-ouest de l'Espagne, mais aussi l'extrême sud de l'Espagne, et cela englobe l'extrême nord du Maroc. Donc, pour ces régions, sur cette période de 10 jours, eh bien, il y a vraiment un risque de cumul très important qui pourrait provoquer des problèmes. La modélisation du Centre européen des prévisions à moyen terme pour ce qu'on appelle l'Extreme Forecast Index, c'est-à-dire la probabilité d'un événement extrême, ici des précipitations, est très parlante. Parce que si nous nous rapprochons de la valeur 1, c'est-à-dire dans une zone rouge, eh bien, nous avons une grande probabilité d'avoir un événement extrême. Et en réalité, c'est vraiment tout le nord du Maroc et une très grande partie de la péninsule ibérique qui est dans une zone orange foncé, voire rouge, donc avec une forte probabilité d'avoir beaucoup de pluie. Et si nous prenons cette fois-ci dans la partie de droite, eh bien les cumuls absolus, non pas la probabilité, eh bien nous pouvons voir qu'effectivement nous avons des cumuls qui sont simulés même avec une zone ici plus que rosâtre, c'est même dans le mauve foncé, au-delà de 300 mm dans l'extrême nord du Portugal. Et quand on pense que, par exemple, la station de Braga, dans le nord du Portugal, a déjà enregistré 400 mm de précipitations durant le mois de janvier, ce qui est le double d'un mois de janvier normal, si nous devons maintenant additionner environ 300 mm, eh bien, ce serait déjà 700 mm. Pourquoi pas pour les 2 premiers mois de l'année 2026. Ce serait vraiment un début d'année particulièrement pluvieux et clairement, ces cumuls sont à surveiller. Ces forts cumuls de précipitations modélisés au Portugal pour ces prochains jours ne sont que dans la directe continuité de ce que le pays a déjà vécu la semaine passée, avec notamment le passage de la dépression Christine le 28 janvier, avec cette forme
particulièrement spectaculaire que vous avez ici en forme de dard de scorpion. C'est pourquoi nous l'appelons en anglais Sting Jet. Sting, qui est donc la traduction de ce dard. Et vous avez cette forme au bout qui est particulièrement caractéristique et qui montre qu'en fait, ce qui importe ici dans cette machine, c'est l'enfoncement d'un air stratosphérique, donc très froid et très sec, qui va finalement évaporer ce dard. Et il va l'évaporer d'autant plus qu'il est très froid et très sec, et il va donc encore plus plonger vers les basses couches, ce qui va provoquer une accélération du vent vers ces mêmes basses couches dans la partie sud-ouest de la dépression. Et c'est pourquoi nous avons enregistré des rafales très violentes donc dans le Portugal, sur la côte centrale, au nord de Lisbonne. Et les images que vous pouvez voir défiler à l'instant sont particulièrement parlantes et montrent vraiment l'étendue des dégâts de ce qu'on appelle ce Sinjek. Et c'est d'autant plus impressionnant que, évidemment, au Portugal, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. La dernière carte que je voulais vous partager est la modélisation archive du modèle GFS pour le mercredi 28 janvier de ce qu'on appelle l'anomalie de tropopause. Alors, on la dénomine comme 1.5 BVU sur cette carte, mais l'anomalie de tropopause, c'est donc la limite entre la troposphère, où se forment la plupart des phénomènes météo, et justement la stratosphère qui participe à la machine du courant jet. Et plus la valeur est bleue, plus la valeur est basse. C'est-à-dire ici vers 6000, 7000 mètres. Donc vous avez vraiment la présence d'un air stratosphérique, donc très froid et très sec, à de plus basses altitudes, y compris donc jusqu'au Portugal, où nous sommes quand même à une latitude particulièrement méridionale, et on voit vraiment l'enfoncement depuis les latitudes plus nordiques jusqu'au Portugal de cette anomalie de tropopause qui a donc participé à la machine d'une Stingjet, et on peut comprendre donc pourquoi des rafales particulièrement violentes animées par cet enfoncement se sont produites sur le Portugal dans la bordure sud-ouest de la tempête Christine. En tout cas, j'espère que ce décryptage météo numéro 52 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas encore une fois de mettre un pouce bleu, de vous abonner avec la clochette et de partager la vidéo et la chaîne. C'est important pour qu'elle soit plus reconnue. Je vous donne rendez-vous pour le direct météo numéro 11 qui aura lieu ce jeudi 5 février, où nous ferons le bilan du mois de janvier 2026 à l'échelle belge, française, européenne et mondiale. Et si vous ne pouvez pas être disponible pour ce direct, donc à 21h ce 5 janvier, eh bien, je vous donne rendez-vous pour le décryptage météo numéro 53 qui aura lieu donc le 9 février et sera publié à 18h comme traditionnellement. D'ici là, portez-vous bien et salut!